Bonjour, si vous voulez bien rentrer. Allez. Olivier, nous sommes donc dans ton atelier. Quand on fait le tour effectivement de l'atelier, on est confronté immédiatement aux œuvres. On est aussi confronté aux matériaux. Ouais. Et en même temps, on ne voit pas beaucoup d'outils, les outils traditionnels du peintre, etc. Est-ce que cette absence d'outils, ça ne signifie pas que ton outil primordial, c'est la main? Effectivement, là, j'ai essayé tout au long de ma pratique artistique de diminuer de plus en plus l'inertie des matériaux. J'ai démarré au début avec du métal, uniquement du métal, et puis après, donc j'avais des sculptures très nerveuses, très axées sur la question du mouvement. Après, j'ai commencé à vouloir parler plus de l'affectivité, donc j'ai enrobé ce métal de mortier. Et maintenant, je suis arrivé à une troisième période où je travaille uniquement avec de l'herbe et de la terre, de l'argile. Et il se trouve que là, en fait, j'utilise un procédé qui est le premier procédé utilisé par la vie. Il y a les deux premiers procédés dont je t'ai parlé. Le premier, c'est l'armature en métal. Ça fait penser tout de suite à un côté arthropode, c'est-à-dire exosquelette. Le squelette est à l'extérieur. Ensuite, deuxième période, c'était un peu les vertébrés, une armature en métal et puis de la terre par-dessus. Et maintenant, en fait, j'utilise le squelette des bactéries et de toutes les cellules, ce qu'on appelle le cytosquelette. Et ce cytosquelette, c'est un squelette qui est présent partout dans le matériau. Et dès l'instant où tu prends de la terre, elle ne tient pas bien, etc. Mais dès l'instant où tu prends ce matériau qui est l'herbe, tu vois, tout de suite, tu as quelque chose qui va tenir très très bien et qui en plus est mobile, etc. C'est vraiment le propre du cytosquelette des bactéries. Et l'intérêt, c'est que tu peux très rapidement faire une forme et qui, une fois qu'elle va sécher, ça par exemple, c'est le propre du torchis en fait. Le torchis qu'on utilise depuis des millénaires et que moi j'ai déplacé du côté de la sculpture. Et alors ça me passionne parce que j'ai vraiment l'impression à un moment donné d'être face à un être vivant. Et surtout quand je passe à des niveaux qui vont être par exemple commencer à faire chauffer le corps pour qu'il aille plus vite. Et vous allez voir là qu'il va se produire quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que je commence à faire brûler la paille qui est à l'intérieur. Et là, tout d'un coup, alors, on rentre dans quelque chose qui est à moitié magique. C'est que tout d'un coup, la sculpture commence à respirer, etc. Donc je travaille avec mon chalumeau pour, par moment, un petit peu durcir plus vite mon procédé. Donc je le chauffe un petit peu, ça va me le permettre de durcir la terre, etc. Et puis, il y a des odeurs fantastiques, etc. J'ai l'impression d'être... ça me renvoie 30 ans en arrière, quand je suis gamin, à courir dans l'herbe, à jouer dans le foin, etc. Enfin, il y a tout un ensemble de choses comme ça qui me ramènent à une enfance et qui sent bon et je suis dans la vie, je suis chez moi avec cette herbe et avec cette terre. Et cette herbe et cette terre sont comme des lambeaux de chair pour une incarnation à venir, quoi. Donc Olivier, tu es en train de nous dire qu'en fait, l'ensemble des œuvres que tu vas présenter à la Galerie des Franciscains vont toutes être réalisées à la fois avec les mêmes matériaux et pratiquement avec les gestes de ta main. Voilà. Ce qui me touche beaucoup, moi, dans les œuvres d'art, c'est cette idée de création par corps. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une forme de transfert du sensible de ma propre carcasse à la carcasse qui est face à moi. Et c'est là où il y a quelque chose de très impressionnant dans ce transfert de sensibilité. On ne réalise pas que lorsqu'un peintre qui reste 8 heures de suite devant un tableau
il y a quelque chose quand même de mystérieux. Soit ce type-là est fou, soit il y a quelque chose qui l'engage très très loin. Et effectivement, il y a quelque chose de quasi magique, c'est-à-dire que quelque chose de sa sensibilité, de son intériorité va être transféré dans une sculpture, dans une peinture, dans une installation, et celle-ci va jouer ensuite le rôle, après avoir joué le rôle de récepteur, elle va jouer le rôle d'émetteur, c'est-à-dire que le spectateur lui-même va ressentir quelque chose de cette intériorité qui va ricocher à son tour sur le système nerveux de la personne. Donc il y a quelque chose d'assez mystérieux, de très beau dans cette question de la sensibilité qui, grâce aux objets artistiques, deviennent comme des objets de transfert, quoi. Si on poursuit, Olivier, sur cette idée de l'implication de ton propre corps et qui va peu à peu faire corps avec ce que tu produis, et en même temps la production étant aussi le fait de faire corps. Si l'on poursuit avec cette implication, donc, il y a un autre aspect de ta création qui tourne autour des performances. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler de la place qu'elles tiennent dans l'ensemble de ta création? En fait, effectivement, il y a une continuité totale entre mes œuvres artistiques et ma sculpture. Une forme ne m'intéresse que quand je l'ai annexée en la vivant. Tu vois, là, je suis en train de faire cette tête-là. Tout d'un coup, elle me parle, elle commence à dire quelque chose, je sens une intériorité qui arrive là-dedans, etc. C'est-à-dire que le matériau lui-même, déjà, résonne de quelque chose, de ma propre intériorité. Et un peintre un artiste met souvent 10, 15 ans avant de trouver son médium. Francis Bacon explique que c'est parce qu'à un moment donné, il n'a plus le sou, qu'il va retourner ses toiles et travailler sur une toile de lin écrue, qui n'est pas enduit. Et grâce à ça, il trouve vraiment une aspérité, la peinture sèche plus vite et il peut faire des tas de glacis, etc. C'est-à-dire que le matériau est déjà en résonance avec le corps de l'artiste. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est cette idée d'annexion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je rentre dans un corps et je deviens ce corps lui-même. Et cette implication-là, à un moment donné, j'ai voulu l'exprimer en public pour dire à quel point, pour moi, ce transfert de sensibilité était quelque chose d'important. C'est-à-dire que ce n'était pas un acte gratuit, ce n'était pas pour m'amuser, mais c'était quelque chose de fondamental. Essayer de redonner la vie. C'est une longue histoire, mais à un moment donné, j'ai eu cette idée de prendre les matériaux avec lesquels je travaillais, de la terre, etc., et de les mettre sur mon propre corps et de devenir moi-même une sculpture. Ça a été ma première performance qui s'est appelée Transfiguration, que j'ai démarrée en 1999 et que grâce à YouTube, ensuite, il y a 4-5 ans, suite à un buzz, j'ai été amené à jouer un peu partout. Pour moi, la performance, c'est un geste très important parce que on ne réalise pas, mais l'artiste, le peintre, le sculpteur sont dans une solitude totale. On est tout le temps 8 heures de suite seul dans son atelier, on ne voit personne. Et d'ailleurs, on veut voir personne parce qu'on veut rester concentré. Que ça. La performance, au contraire, on est comme tout d'un coup projeté, jeté sur la scène. Et ce n'est pas évident. Mais c'est quelque chose de très enthousiasmant parce que là, tout d'un coup, il y a un phénomène de résonance qui se crée entre le public et moi. Et ça, c'est un acte très fort. Parce que dire devant les autres ce qu'on ressent seul dans l'atelier, c'est quelque chose de très émouvant. Et ça vous réactive au fond de vous-même quelque chose. Et de même que le public ça permet au public de mieux comprendre ensuite mon travail, parce qu'il comprend l'implication, il comprend vers où je vais, qu'est-ce que je veux dire, etc. etc. Donc effectivement, pour moi, la performance, c'est un prolongement de mon travail de sculpteur. Dans mon travail de sculpteur, je veux intégrer un corps qui est le corps de la sculpture. Et là, dans la performance, j'utilise mon propre corps comme objet, comme un danseur ou comme un acteur. J'utilise mon propre corps comme objet de transfert pour exprimer des choses. Mais alors, Olivier, si on repart justement de cette idée de la performance, et notamment de transfiguration, moi je me pose la question en t'écoutant, il y a un lâcher-prise de ta part, parce qu'en même temps, tu n'es plus dans la maîtrise de ce que tu crées, puisque tu es toi-même l'objet de ce qui est
regardé par le spectateur. Toi, tu ne je tu ne vois sais, pas. mais tu ne vois pas. Je ne vois pas, parce qu'en plus, je suis recouvert de terre. Enfin, dans cette performance-là, en tout cas, je suis recouvert de terre. Donc, je fais essentiellement marcher quelque chose qui est, comme tu dis, un laisser-faire, un laisser-dire. Et je crois beaucoup, moi, en l'improvisation. C'est-à-dire que je pense que, de toute façon, c'est établi scientifiquement que la vie, c'est fait par mutation, c'est-à-dire par improvisation, ça marche pas, sélection naturelle. Et dans cette performance-là, je travaille essentiellement par intuition, c'est-à-dire que je m'imagine que je suis comme ça, je continue, je suis comme une sorte de chien fou qui court dans une forêt, et je dois aller de l'autre côté. Et donc ce pari qu'en travaillant comme ça sur des formes que je ne vois pas, vont de temps en temps apparaître des visages intéressants. Quand on travaille dans la vraie vie, en fait, on est complètement écrasé par une forme de conformisme. On répète toujours les mêmes choses, on est toujours dans la mimésie, on répète toujours comme papa, maman. On n'imagine pas l'énergie qu'il a fallu à un peintre, à tout peintre, à Picasso, la première fois pour faire deux yeux du même côté. Ça paraît tout bête, mais c'est tout d'un coup se donner la permission, l'audace de dire « ben non, là, maintenant, je vais changer la forme. Je vais m'autoriser une mutation. » Et bien ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et en permanence, moi, je dois faire des efforts énormes pour me dire « allez, j'arrache ceci, je vais chercher plus loin, je dois chercher derrière. Qu'est-ce que c'est, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut bien dire quelque chose, là. Elle va bien vouloir me dire. » Ça me rappelle une histoire de Fragonard qui est dans son atelier, tout d'un coup il y a un copain qui arrive, et là il est face à sa toile, et il ne sait pas qu'on le regarde, et il est là, et il dit à sa toile « Tu vas parler !» et effectivement, c'est l'espoir de l'artiste que tout d'un coup la sculpture ou la peinture parle, elle exprime quelque chose. Ça m'intéresse beaucoup de montrer un peu l'intérieur du corps, qui pour moi est aussi quelque chose de magnifique. Des grandes vertèbres, de baleines. Le muséum devrait nous en présenter aussi. Des crânes de poissons, d'oiseaux, des petits embryons. Cet événement, exposition, tu l'as intitulé « Être cher ». J'ai presque envie de l'épeler. Accent circonflexe TRES, et puis cher, c'est HAIRS, pour ceux qui n'auraient pas vu les affiches. Donc, je dis événement parce qu'à la fois, il y a une exposition, il y aura aussi un colloque au lieu unique à Nantes, avec pour partenaire donc, le lieu unique et puis le Muséum d'histoire naturelle. J'en reviens au titre « Être cher ». Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur ce choix de ce titre? Alors, donc le concept de chair vient un peu de la phénoménologie, Husserl, Merleau-Ponty, etc. C'est l'idée qu'effectivement un corps a à la fois une intériorité, un ressenti, et en même temps une extériorité. Que cette extériorité-là, on peut l'analyser scientifiquement, etc. Mais que cette intériorité, seul le personnage, le sujet qui habite ce corps peut en parler. C'est quelque chose, la question de la sensibilité, donc de cette chair, c'est quelque chose d'inouï qui a toujours mis un peu en opposition la philosophie et la science. La philosophie étant du côté de l'intériorité et la science de l'extériorité. Il m'a paru intéressant, comme moi ma problématique c'est la chair, que j'ai voulu déplacer du côté du genre humain vers l'animalité, en me disant que ça serait peut-être plus simple de réfléchir à la question de la sensibilité en partant des organismes les plus simples plutôt que de démarrer par l'être humain. Dans cette réflexion énorme, je me suis dit qu'il serait bien que je m'entoure de biologistes et de philosophes pour pousser ce travail. Le lieu unique a bien accepté de nous recevoir pour faire ce colloque. Et donc je me réjouis parce que moi, je ne sépare pas l'intelligible du sensible. Il y a le moment du sensible ici, qui est celui de l'atelier,
Mais l'intelligible, la réflexion intellectuelle, c'est ça qui m'a amené à l'art, finalement. C'est d'abord une inquiétude existentielle qui m'a amené à l'art. Je passe la moitié de mon temps à bouquiner, à faire des recherches dans ce domaine-là. Et l'autre partie, je suis dans l'atelier. Donc, que le lieu unique, le muséum aussi d'histoire naturelle qui participe à ce projet, tout ça constitue un événement qui exprime bien la totalité de ma réflexion, c'est-à-dire à la fois l'aspect sensible, donc l'exposition, et l'aspect intelligible qui va être donc le colloque.